Bonjour, bienvenue pour ce nouvel Alliance in Talk organisé dans le cadre du Lead Forward de VMware. Je suis Dorian Marcelin, rédacteur en chef adjoint d'Alliancy et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Olivier Savornin. Bonjour. Vous êtes directeur général de VMware en France. Merci Olivier d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'intelligence artificielle. Alors, on a eu le même exercice dans le cadre du Lead Forward hier, consacré au secteur de la banque, de la finance, avec des discussions très intéressantes. Et aujourd'hui, on va aller vers de nouveaux cas d'usage dans le secteur de l'industrie, avec un peu de retail également. Donc s'intéresser à d'autres formes que prend l'IA ou ses avatars dans l'entreprise aujourd'hui. C'est le thème de notre émission, de vous présenter ces champions de l'IA en France qui font des choses très concrètes. On n'est pas là pour parler de ce que pourront être ces projets dans quelques années. On est là pour vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises et des entreprises qui jugent que ce qu'elles font c'est plutôt innovant, en avance sur leurs concurrents, sur leur secteur. On aura la chance d'avoir des témoignages d'entreprises comme Eramet, Aramis Auto. On a également la chance d'avoir un expert reconnu de l'IA avec nous, en la personne de William Eldin de 22. Donc ça promet des discussions très intéressantes. Vous aurez l'occasion de nous poser vos questions pendant toute la durée de cette émission pour qu'on puisse y répondre, soit directement sur le chat, soit ici sur le plateau. Alors Olivier, effectivement, on discute d'un thème en soi qui n'est pas nouveau. L'intelligence artificielle, ça crée un peu d'ébullition dans les esprits tech depuis des années. Pour autant, on est en 2022 et pourquoi ça vous paraissait aussi important aujourd'hui d'avoir cette discussion et de faire ce focus sur des thématiques industrielles, du retail, sur ces secteurs-là en particulier et sur finalement les avancées qu'on peut voir? Je crois qu'on peut dire que l'IA est une tendance mondiale. Elle est là depuis effectivement un certain nombre d'années. On peut peut-être rappeler que l'IA, en quelques mots, ce sont des algorithmes, des développements logiciels dont l'objectif est de simuler l'intelligence humaine. Pourquoi est-ce que l'IA aujourd'hui est devenue un sujet encore plus d'actualité? D'ailleurs, les analystes font tous le constat que l'IA a passé les phases de test avec succès et aujourd'hui rentre dans une phase d'implémentation à l'échelle. Le point essentiel, c'est que pour nourrir de l'IA, il faut avoir suffisamment de données. Il faut avoir des données en volume, il faut avoir des données de qualité et il faut pouvoir, en l'occurrence, les analyser de manière pertinente. Pour pouvoir le faire, il faut aussi une infrastructure, il faut des capacités de processing. Et la conjugaison des deux nous permet de donner à l'IA toute sa puissance. Cette conjugaison, elle arrive en 2022. Comme ça reste un sujet encore assez peu tangible pour beaucoup d'entreprises et de décideurs, il nous a paru intéressant d'organiser cet événement sur la base des témoignages dont vous venez de parler, de manière à ce qu'on puisse avoir des cas très concrets d'implémentation d'intelligence artificielle et que chacun puisse repartir de cet événement avec, on l'espère, des projets et des idées plein la tête qui seront implémentables dans l'entreprise et dans le domaine particulier de chacun de nos auditeurs. Oui, on va le voir au cours de cette émission. On va pouvoir parler des timings dans lesquels peuvent se mettre en place ces projets. On va prendre le temps en deux parties de débat à la fois d'écrire les cas d'usage dans un premier temps, mais aussi d'aller ouvrir un peu le capot, de se demander qu'est-ce qui rend possible technologiquement ces sujets-là. Alors, VMware est un acteur qui est présent dans énormément d'entreprises, un acteur technologique qui utilise déjà pour soi aussi l'intelligence artificielle. Est-ce que ça vous donne une perspective différente et est-ce que vos clients vous challenge spécifiquement sur leurs envies, leurs cas d'usage, le fait de devoir justement intégrer l'intelligence artificielle aujourd'hui dans leur processus? Oui, absolument. Ce qui est intéressant dans les conversations stratégiques que nous avons avec nos clients, c'est de pouvoir balayer le champ des possibles. En tant qu'éditeur, nous avons la chance de pouvoir équiper de très nombreuses entreprises et de pouvoir, par ce biais-là, donner des idées
pour répliquer celles qui sont bonnes et efficaces. En particulier, on regarde toutes les problématiques liées à la différence entre les applications. Celles qui ont été codées il y a plusieurs dizaines d'années, celles qui sont récentes, qui sont cloud native, toutes génèrent de la donnée. On est entré dans l'ère du multi-cloud. Le multi-cloud, ça offre beaucoup d'avantages, mais aussi quelques contraintes, puisqu'on rentre dans une nouvelle segmentation, des nouveaux silos finalement. Et la valeur ajoutée principale de VMware, c'est de pouvoir faire en sorte que toutes ces données, qu'elles soient dans des clouds privés, dans des clouds publics, dans des clouds de périphérie, dans des clouds souverains, peu importe, toutes ces données soient rendues accessibles en cassant les silos et en permettant ainsi aux développeurs de bénéficier de toute la puissance que ces données vont pouvoir apporter à l'intelligence artificielle pour la nourrir dans une efficacité maximale. Donc c'est ça vraiment sur les sujets sur lesquels nos clients nous interrogent énormément. Au sein de VMware, nous utilisons beaucoup déjà l'intelligence artificielle, essentiellement dans deux domaines. Un domaine interne qui va permettre d'améliorer le code, la façon dont nous développons nos applications, qui va nous permettre d'organiser des tests de manière beaucoup plus automatisée, qui va nous permettre aussi de pouvoir vérifier quand le comportement de l'application est atypique. Et puis aussi vis-à-vis de nos clients, le placement des ressources informatiques, de la maintenance proactive, éventuellement détecter des comportements qui pourraient laisser penser à une attaque en cybersécurité. Voilà des sujets sur lesquels nos clients nous interrogent énormément. Alors, on ne va pas plus que ça continuer à vous parler de ce thème sans les cas d'usage et on va pouvoir passer à notre sujet. Il y a cependant une question qui est une question d'actualité que je me dois de vous poser. Tout le monde, on l'a abordé hier déjà et donc je vais vous demander de vous répéter là-dessus, mais c'est vrai que c'est important. Tout le monde a vu la presse, le principe, les annonces qui ont été faites autour du rachat de VMware par Broadcom. Je sais que vous êtes dans une période un peu particulière aujourd'hui du coup en tant que dirigeant, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire à cette date de cette actualité? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a jamais été aussi populaire et visible que depuis que cette annonce a été faite par Broadcom. Et donc, de manière quotidienne, nous expliquons à nos clients où en sont les process, et en particulier, jusqu'au 5 juillet inclus, l'accord entre VMware et Broadcom permet à une entreprise tierce de pouvoir surenchérir et pourquoi pas de remporter VMware dans son escarcelle, et nous verrons bien le 6 juillet là où nous en sommes. Si toutefois Broadcom devait confirmer son offre et être sélectionné comme étant l'acquéreur de VMware, on entre à ce moment-là dans un process où les régulateurs vont devoir émettre leur opinion vis-à-vis de ce projet d'acquisition. Et on peut largement penser, sur la base des événements passés, que ce process va prendre plusieurs mois. C'est d'ailleurs ce qui a été publiquement déclaré par Broadcom, qui s'attend à ce que ça prenne entre 6 et 12 mois en fonction de ce que les régulateurs auront à dire sur le sujet. Donc effectivement, une affaire à suivre et je sais que vous êtes à disposition de vos clients pour répondre à leurs questions dans la mesure du possible. Avec grand plaisir. Concernant vos questions, je le répète, n'hésitez pas tout au cours de l'émission. Vous avez un module qui vous permet de poser des questions. On pourra y répondre directement sur le chat ou après directement dans l'émission. Et sans plus attendre, je pense qu'on peut passer au vif du sujet. Nous allons nous installer, Olivier, et pour accueillir nos invités et passer à cette phase de témoignage et de retour d'expérience. Nous ne sommes pas allés très loin et nous vous retrouvons maintenant pour rentrer dans ce sujet de comment l'intelligence artificielle et ses innovations sont aujourd'hui mises en œuvre dans les entreprises. Et je vais demander à nos grands témoins de nous rejoindre et de s'installer avec nous. Ludovic Donati d'Eramet, Anne-Claire Bachet d'Aramis Auto et William Eldin de la société 22. Bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu de ces témoignages, comme je le disais, d'ouvrir un peu le capot de ce qui se passe dans vos organisations, des timings de vos projets et de ce que aujourd'hui vous jugez étant vraiment innovant dans ce que vous mettez en œuvre. Ça sera l'occasion aussi de parler un peu de définition, de parler un peu de technologie. On va rentrer directement dans une question. Olivier a commencé à en parler en introduction. L'IA, c'est un peu le terme, l'arbre qui
cache la forêt. C'est facile de parler d'IA aujourd'hui sans dire trop qu'est-ce qu'il y a derrière. Je le disais hier, on a parlé de finance, du secteur financier, avec un certain nombre de cas d'usage. Aujourd'hui, avec des cas plutôt industriels, retail, on va être sur d'autres cas d'usage. Alors, je me tourne vers le spécialiste, William Eldin, qui est effectivement le CEO de la société 22, qui est une pépite française, disons-le. Et vous êtes un des spécialistes reconnus de l'IA en France aujourd'hui. Donc, merci d'être présent avec nous pour apporter votre regard à la fois sur le marché, sur l'expérience des entreprises et ce qui se passe dans le monde également, et pas seulement en France. Ma première question est assez simple au final, c'est est-ce qu'il y a une définition de l'intelligence artificielle que vous utilisez aujourd'hui, qui vous paraît finalement accessible à tout le monde, mais en étant aussi suffisamment précise pour quelque part qualifier les sujets qu'on va traiter aujourd'hui? Oui, c'est une extension de ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des programmes informatiques, des logiciels qui sont là pour essayer d'imiter notre propre réaction à ce qui nous entoure et ce qu'on voit, et qui font des bribes de ce que pourraient être nos réactions, mais justement qui sont en pleine construction. Donc c'est très basique encore, c'est de l'imitation de notre propre compétence qui se développe au fur et à mesure, mais qui est très 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 loin d'être encore à la hauteur de notre magnifique cerveau. Et de tout ce qu'on peut imaginer faire avec. Oui. Alors, on parle d'innovation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez justement des cas dans le monde ou en France qui vous ont un peu interloqué, vous avez trouvé très intéressant, marquant, avec une idée force derrière, séduisante. Il me semble que quand on discutait en préparation, il y avait notamment l'idée d'un usage pour un parc d'attractions qui vous avait retenu votre attention. C'est ce qui est magique, c'est ce qui est dit aussi. En fait, l'IA aujourd'hui imite l'humain et derrière des capteurs ou derrière des données. La donnée ou le capteur que j'utilise moi, c'est de la vision. Donc ça veut dire que c'est vous, vos yeux et votre manière d'interpréter le monde permet justement d'imiter ça derrière des caméras. Un parc d'attractions, on veut tous savoir combien de temps on va attendre avant de rentrer dans les attractions. On veut tout un tas de choses qui restent propres, donc détecter de manière automatique les poubelles qui débordent pour les ramasser. Enfin, tout un tas de choses. Mais en plus de ça, on peut aller 10 fois plus loin maintenant parce que des enfants se perdent dans les parcs tous les jours et les parents vont vite au PC sécurité et disent « où est-ce qu'il est mon enfant ?» Et là, grâce à une IA, on peut enregistrer donc du coup la couleur, les coefficients, les tailles, les poids qu'on met dans toutes les données et donc sur un réseau de caméras, retrouver directement notre enfant parce qu'il y a une logique. Si je l'ai vu à la sortie de telle attraction à telle heure, alors il ne peut pas être sur la caméra à l'autre bout du parc 10 secondes après. Il est forcément dans les caméras qui l'entourent. Et là, on fait du comparatif couleur, etc. Et sans le biométrique, donc sans le facial, on arrive à avoir des cas d'usage qui nous font gagner du temps et surtout qui sauvent des vies aujourd'hui. Effectivement, donc c'est de la traçabilité non biométrique, c'est-à-dire en s'intéressant aux sacs, aux objets qui sont portés, aux couleurs des habits, les etc. accessoires, exactement. Et donc on peut imaginer en plus d'autres exploitations, j'imagine dans les gares, les aéroports. Pour les fameux bagages abandonnés, vous connaissez exactement. Tout ce qui bloque complètement les gares à chaque fois. Donc ouais, carrément, on associe un bagage à une personne et du coup, dès que ça se sépare au bout d'un certain temps et d'une certaine distance, ça vient sonner, ça dit warning, cette personne-là, elle vient de lâcher son bagage là. Après, comment vous savez qu'une famille est une famille et que l'enfant qui va reprendre le bagage derrière est bien à cette famille-là? Enfin, il y a tout un tas de cas que nous, humains, on arrive à digérer par notre expérience, mais l'IA, comme disait Olivier, a besoin d'énormément de données. Et donc, du coup, aujourd'hui, l'objectif est d'aspirer un maximum de données pour essayer justement d'aller chercher tous les cas très isolés qu'on voit rarement et apprendre ça aux machines. Alors, on parle là de choses réelles, concrètes pour le parc d'attractions. Ouais. C'est mis en œuvre aujourd'hui dans un parc d'attractions. Dans un à plusieurs parcs d'attractions en France et le plus gros. D'accord. Donc ça marche, c'est maintenant. Alors ça, c'est effectivement des très beaux cas d'usage. Est-ce qu'il y a la même chose qui existe dans des optiques plus d'efficacité de la production, enfin qui vont plus parler quelque part aussi à des aspects business pour l'entreprise? Qu'est-ce qui vous convainc, qu'est-ce qui vous a le plus convaincu, on va dire, ces derniers mois? C'est ce fameux cas sur un fast-food très très connu où
son objectif principal, c'est l'efficacité et la rapidité de livraison au client. Et donc, on a tous vu ce film où il calcule où mettre les cuiseurs à frites, etc., pour optimiser le temps. Eh bien, imaginez qu'une IA, derrière des caméras qui sont au plafond, peut en effet contrôler la propreté des toilettes, donc envoyer quelqu'un pour nettoyer, ou les poubelles qui débordent, ou des tables qui sont encore occupées, mais on peut aller 10 fois plus loin. Moi, quand je vais dans ce fast-food, souvent, j'ai une erreur à la livraison. Il me manque un sandwich, il me manque une sauce, il me manque quelque chose. Et donc, du coup, on a capacité de mettre une diote verte pour l'opérateur quand la commande est pleine, parce qu'on a compté le nombre de sandwichs, de sauces, de pailles, etc. Et une LED rouge tant que c'est pas plein, parce qu'on est relié au système de la commande et on sait ce qu'il faut délivrer. Et donc, du coup, là, on rentre dans un sujet hyper opérationnel qui permet justement d'assurer de la satisfaction à 100% et de la rapidité de livraison. Et ça, c'est aux États-Unis, en France? C'est les deux, mon capitaine. C'est inspirant comme cas d'usage, non, Olivier? Ouais, c'est vraiment très chouette. Quand on vous écoute, moi, la question qui me traverse le cerveau, c'est dans l'industrie française, finalement, est-ce que vous pensez que nous sommes plutôt en avance, plutôt en retard? Comment est-ce que vous voulez nous comparer par rapport à d'autres pays? Les autres pays, et je vise en particulier les États-Unis, sur l'exécution et la finance, donc le financement de l'innovation, est très focus sur un use case, une verticale, et il faut être le meilleur du monde. En France, on a, de par notre histoire, une approche créative et plutôt transverse. Et c'est ce qui marche bien dans l'IA, en fait. C'est qu'aujourd'hui, l'IA, c'est pas juste tu dois être le meilleur du monde sur ça et apprendre cette donnée-là. Il faut essayer de comprendre des scènes et essayer de voir qu'est-ce que ça peut en sortir. Et finalement, on a un espèce de common, c'est-à-dire qu'un algo de détection de mouvement et de tracking de mouvement, il peut faire plein de choses. Il peut détecter quelqu'un qui est en train de chuter, quelqu'un qui agresse quelqu'un d'autre. Et en fait, on se retrouve avec des cas d'usage qui sont hyper transversaux. Et donc, je pense que la France, de par son histoire et ses formations scientifiques, on arrive à avoir une approche beaucoup plus créative et donc on va beaucoup plus loin dans les cas d'utilisation aujourd'hui. Est-ce bien ou pas bien qui va gagner la transversalité versus la verticalité? Je ne sais pas, mais en tout cas la créativité dans une IA qui est censée justement un peu reproduire notre propre intelligence, je pense que ça a son sens. Je pense que ça va être de nature à vous faire réagir nos autres invités. Je me tourne vers, du coup, Ludovic Donati d'Eramet. Alors, Eramet, vous-même, vous êtes directeur de la transformation et de la performance numérique, qui en soit un titre intéressant pour parler justement et envoyer un peu un message sur l'intelligence artificielle. Eramet, qui est bien connu, c'est quand même un champion mondial français sur les secteurs de la mine, de la métallurgie. Aujourd'hui, en plus, il est un peu sous le feu des projecteurs par rapport à l'actualité, à nos développements technologiques. Il y a énormément de choses, on l'imagine, qui peuvent être faites, beaucoup de sujets à traiter. J'imagine qu'en entendant effectivement William parler de les différentes approches entre la façon dont les Français, les Américains envisagent l'IA, ça vous a renvoyé un peu sur vos propres expériences. On pense, j'imagine qu'il y a une question de productivité, etc., mais sur vos activités de mine, sur vos activités de métallurgie, j'imagine que vous êtes également très sollicité sur l'impact qu'ont vos activités, ce que ça implique. Est-ce que, typiquement, pour prendre cet exemple, l'IA intervient, vous aide sur ces sujets ? Oui, alors l'IA nous aide aujourd'hui beaucoup et c'est les premières questions qu'on a eues. Quel rapport entre l'IA, l'intelligence artificielle, la data et puis finalement une vieille boîte minière, parce que c'était un peu comme ça qu'on était perçu. Et en fait, il y a énormément de rapports. On a déjà énormément de données disponibles, des données géologiques, des données de suivi aussi environnemental. Comme vous l'avez dit, la mine revient sur le devant de la scène, parce qu'on parle de transition écologique, énergétique. Ça nécessite beaucoup de métaux pour passer à l'électrification, les batteries. Et donc, on a aussi besoin de respecter les meilleurs standards et de montrer que grâce entre autres à la data, on va être meilleur que les autres et minimiser notre impact. Et je peux prendre un exemple au Sénégal, où on a une mine qui est en fait un grand gisement de sable qui s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres, où on extrait du sable, on récupère sélectivement les grains de sable dans lesquels on a du titane et du zircon, qu'on valorise ensuite pour différentes applications. Finalement, voilà, on opère et puis après, on laisse quelque chose.
Alors, on s'imagine tous que la mine, c'est sale et qu'on laisse les choses un peu n'importe comment, alors qu'en fait, nous, pas du tout. On respecte les meilleurs standards et on veut même pousser des standards plus importants, entre autres en termes de revégétalisation. C'est-à-dire que là, une fois qu'on est passé, ce qu'on veut, c'est que la végétation soit encore meilleure que ce qu'elle était auparavant. Donc, c'était presque semi-désertique. Là, on replante différentes espèces. Et il se trouve que sur ce même site, on a différents cas d'usage topographiques. Donc on utilise des drones et on capte toute la donnée topographique de la mine. Ça nous aide au niveau opérationnel. On a aussi des algorithmes qui nous aident à optimiser du coup nos stocks et notre production. Mais on s'est dit que ces images qui captent en fait toute cette végétation sur plusieurs dizaines de kilomètres pouvaient être extrêmement intéressantes si on commence à regarder si tout se passe bien en termes d'espèces qu'on a replantées, comment est-ce que ça repousse, est-ce que finalement tout se passe bien. Et donc on a, sur les images qu'on a récupérées, commencé à développer des algorithmes de reconnaissance visuelle, donc de computer vision, pour différencier les différentes espèces et monitorer globalement toute la revégétalisation du site. Et voilà, on a commencé à regarder un peu ce que ça donnait. Mais justement, alors pour bien comprendre qu'est-ce qu'on obtient une fois qu'on a mis de l'intelligence artificielle dans l'équation, deux questions. D'une part, à quel point c'est rapide d'aller sur un tel cas d'usage finalement par rapport à votre point de départ initial. Et la deuxième, c'est qu'est-ce que vous regardez exactement comme indicateur, à quel moment vous vous dites voilà, ça a vraiment été utile finalement de faire cet investissement, ce travail avec l'IA et on a un résultat concret. Traditionnellement, on va prendre une voiture, on va faire des dizaines de kilomètres et on va regarder les arbustes, les arbres, les plantes, comment ça repousse. Là, en prenant des images, on commence à voir des massifs. Et donc, ce que va faire un œil humain, c'est essayer de compter. Mais c'est pas forcément évident d'arriver à différencier les petits arbres qui sont sous les grands quand il y a tout un massif. Donc on a commencé à entraîner des algorithmes pour voir si on arrivait à parfaitement identifier tous les arbres, les petits, les grands, ceux qui sont en dessous des autres, et finalement avoir une idée globale de comment se passe cette revégétalisation. Et sur la partie timing de mise en place, est-ce que pour vous c'est long? Est-ce qu'on parle de mois? Est-ce que le fait d'avoir les données déjà à disposition a accéléré le processus? Est-ce que vous avez un ordre d'idée à nous partager là-dessus? Alors, pour moi, l'intelligence artificielle au global, c'est pas magique. Je pense que dans les cas que tu donnais, William, c'est pareil. Ça prend quelques mois, mais en quelques mois, on a réussi à être quasiment au niveau de l'œil humain. Donc on comparait entre ce que faisaient nos équipes et ce que donnaient les algorithmes sur les images et on arrivait à un taux de détection qui était quasiment similaire. Et encore quelques semaines ou quelques mois après, on arrivait globalement à être meilleur. Donc je dirais qu'en 6 mois, on a réussi à développer complètement le cas d'usage et à ce qu'il soit prêt pour être industrialisé, c'est-à-dire pérennisé et mis à disposition de toutes nos équipes pour être utilisé en routine. Plusieurs industries. 6 mois, on a la version pilote qui commence à être sympa, mais c'est plutôt 1 an ou 1 an et demi avant de vraiment s'injecter partout dans les systèmes d'information. Donc voilà, bravo. Et je dirais que merci, mais je dirais que c'est effectivement globalement en 1 an, on peut avoir un produit qui est, en tout cas une première version vraiment industrialisée et mise à disposition de toutes les équipes. Alors, ça va être un des sujets, hein, on aura l'occasion d'y revenir, cette notion d'industrialisation. Hier, on en parlait dans le secteur de la banque, ça a été le point de focus de dire, bon, maintenant on est en 2022, comme le disait Olivier, il faut que ça délivre quand même, qu'on ait les preuves, notamment les directions générales sont attentives aujourd'hui sur ces cas-là. On pourra y revenir. Là, on a décrit l'activité minière. Est-ce que sur la métallurgie, qui est un autre pan effectivement d'Eramet complémentaire, il y a des points identiques ou d'autres cas d'usage comme ça qui vous paraissent tout aussi innovants? Oui, alors il y en a un que j'aime bien donner sur les alliages de manganèse. Donc un four métallurgique, c'est un immeuble qui fait 3-4 étages dans lesquels on met du minerai, on chauffe à 1500 degrés, donc ça fait de la lave, fusion. Et après on arrive à récupérer sélectivement la partie qui est l'alliage de manganèse.
On avait déjà des fours qui étaient bardés de capteurs et on est parmi les leaders mondiaux, donc des métallurgistes qui ont une très bonne connaissance du procédé. Et on s'est posé la question, est-ce qu'avec la data et l'intelligence artificielle, on peut aller un cran plus loin? Et j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure, ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'est travailler avec les métallurgistes, essayer de prendre leurs connaissances avec eux et les mettre en algorithme pour se dire, avec toutes les données dont on dispose, comment est-ce qu'on arrive à identifier quand on est dans un bon procédé, c'est-à-dire ne pas trop consommer d'énergie, avoir les meilleurs rendements possibles, ou au contraire un mauvais procédé, mauvaise consommation d'énergie, mauvais rendement, et comment finalement on peut arriver à identifier les zones dans lesquelles on va arriver dans un mauvais procédé et à prédire les actions à mettre en œuvre pour être toujours à l'optimal. Donc ça, on y a travaillé pendant près de 6 mois, 1 an avec les métallurgistes. Donc ça a été un gros travail presque scientifique avant d'être complètement informatisé et en faire un produit. Et puis ensuite, on a travaillé avec des développeurs et on a connecté ces algorithmes à la production. Aujourd'hui, on a 3 fours sur 8 qui sont connectés et on est en train de le déployer avec des très bons retours sur investissement. Et là où on insiste beaucoup aujourd'hui, c'est que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui est meilleure que l'intelligence humaine et qui pilote. On a là un outil supplémentaire qui permet aux métallurgistes de se concentrer vraiment sur son cœur de métier, sur son travail, avec à disposition des algorithmes qui lui permettent d'optimiser sa production. En tout cas, c'est des explications assez... Ouais, moi, il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement, parce que là, on s'aperçoit maintenant qu'il y a un ROI, donc c'est plus facile, effectivement, après la bataille, mais au moment du lancement du projet, ça m'intéresse de comprendre à quel point ça a été facile ou difficile de convaincre la direction générale que c'était un projet stratégique, de récupérer les budgets qui allaient en face, les budgets d'investissement. Ça a été comment comme expérience? Alors là, on a eu une approche, on a eu donc une direction générale qui était convaincue que la data, globalement, pouvait et peut nous aider à faire mieux. Après, en termes de budget, on a mis en place un modèle opératoire qui est basé sur l'expérience, le test and learn. Et on a eu la chance d'avoir des métallurgistes aussi bien dans le manganèse que dans le nickel, donc en Nouvelle-Calédonie et en Norvège, qui sentaient qu'avec toutes les données dont ils disposaient, ils pouvaient faire mieux. Et c'est ça qui nous a aidé à enclencher une preuve de concept, donc déjà récupérer les données, classifier, travailler avec eux sur ce qu'il est possible de faire et ensuite pouvoir le déployer. Après, le revers de la médaille, c'est que les ingénieurs et les scientifiques ont du mal tant qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Donc l'aspect boîte noire de l'intelligence artificielle est difficilement acceptable. Et c'est pour ça qu'en parallèle, on monte des formations où pour certains de nos métallurgistes ou de nos géologues, on leur donne des clés de compréhension de l'intelligence artificielle, des algorithmes. On les forme même à un premier niveau de data science pour qu'ils puissent devenir, sans être des data scientists chevronnés, de plus en plus autonomes sur les produits qu'on leur développe. Effectivement, je pense que cette notion autour de comment on accompagne les experts, ça va vous parler, Anne-Claire. Donc Anne-Claire Bachet, vous êtes la Chief Product and Data Officer. Là aussi, c'est intéressant le titre d'associé produit et data par rapport au Chief Data Officer tel qu'on les entend. On sent l'intention aussi qu'il y a derrière. Donc vous êtes la Chief Product and Data Officer chez Aramis Auto. Je pense qu'on ne présente plus Aramis qui est spécialisé dans la vente automobile, notamment en reconditionnement. Tout le monde aura vu, y compris récemment, des pubs, je pense, sur le sujet. Donc c'est assez une marque, voilà, grand public qui a une empreinte française très notable. Je sais qu'effectivement, vous avez une activité. Alors on s'éloigne évidemment de la métallurgie, de la mine, mais vous avez une activité qui n'est pas seulement de l'e-commerce. Vous avez cette activité de reconditionnement, ou avec le côté usine de reconditionnement qui est assez notable. Alors on imagine très bien que vous utilisez déjà l'IA pour votre e-commerce avec de la retouche d'image, de l'anonymisation. Enfin, c'est un genre d'usage qu'on a déjà vu, mais vous êtes allé beaucoup plus loin que ça finalement pour vos activités. Comment on passe d'un sujet à un autre pour aller vers des sujets de spécialité quelque part dans vos métiers? Je pense qu'on retrouve complètement ce que disait William, vraiment notre atout en France aussi, c'est d'être capable de voir qu'il y a des opportunités en fait technologiques, de savoir bien les structurer, bien les organiser pour pouvoir
ensuite créer de la valeur à différents endroits de l'entreprise. Donc effectivement, Aramis, donc on est présent dans, peut-être ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on est présent dans 4 pays avec le Aramis Group. On est présent en France, en Belgique, au UK et aussi en Espagne sous différentes marques, Clickcars, Cardoon et Car Supermarket. Et on a fait l'annonce aussi d'une acquisition future en Autriche, juste début de semaine. Donc voilà, donc on se développe à l'international, hein, ce qui sera aussi un vrai challenge, puisqu'on voit bien que les cultures dans chaque pays sont différentes. Donc on a commencé, nous, vraiment sur des sujets où, déjà, nous, notre proposition de valeur, c'est de proposer la solution la plus simple, d'être la plateforme préférée pour tous les Européens, pour leurs projets, pour pouvoir revendre, acheter, financer ou s'abonner à une voiture d'occasion reconditionnée. Donc le premier élément, c'est, vous l'avez évoqué, hein, c'est vraiment le côté e-commerce. On arrive, nous, ce qu'on propose, c'est finalement d'avoir la visite de voiture la plus proche de chez vous, parce qu'en fait, elle se fait chez vous. Vous êtes là, dans votre canapé, si vous voulez, en train de regarder, de réfléchir à la voiture dont vous avez besoin. Et en fait, ce qu'on propose, c'est vraiment une expérience immersive, 360 pour pouvoir voir le véhicule en intérieur, en extérieur, et pouvoir aussi visualiser l'ensemble des défauts sur le véhicule. Parce qu'on vend des véhicules qui ont jusqu'à 150 000 km, 8 ans. Et on a évidemment, par des années de tests et d'apprentissage, identifié que forcément, vous achetez une voiture qui a 8 ans, qui peut avoir 100 000 km. Ce que vous ne recherchez pas, c'est une voiture sans aucun défaut. Par contre, ce que vous cherchez, c'est un véhicule qui est compétitif d'un point de vue prix. Donc, tout notre savoir-faire de reconditionnement, on l'amène aussi jusqu'au client et on amène cette transparence de « je peux voir mon véhicule, je peux voir les défauts ». Depuis la crise du Covid, avec tous les enjeux d'approvisionnement de matières premières, de fermeture aussi des usines qu'il y a eu pendant certains confinements. On a tout un contexte de sourcing de véhicules aussi qui est un petit peu plus compliqué et des partenaires qui souhaitaient se développer. On a développé une activité de marketplace donc qui permet à des acteurs tiers aussi de proposer leurs véhicules d'occasion qui ont été aussi reconditionnés sur notre site et ça nous amène à d'autres enjeux. Comment on améliore cette expérience de découverte du véhicule avec ces partenaires-là? Comment on propose une bonne expérience de visite aussi virtuelle? On a d'autres cas, comme on est sur de la rachat de véhicules, on intègre aussi beaucoup de documents. Comment est-ce qu'on peut, avec la vision, reconnaître que c'est un document dans des images, pouvoir ensuite reconnaître du texte, anonymiser, je pense que c'était votre sujet d'hier avec du NLP, du texte, reconnaître où est-ce qu'il y a des données personnelles. Donc c'est différents cas d'usage et donc toute notre force ça a été de savoir dire ok, en fait on a différents services, d'un point de vue technologique on l'a plutôt organisé dans des logiques de microservices. J'ai des microservices qui me permettent de reconnaître que cette photo est une voiture ou un document. J'ai d'autres services qui permettent d'anonymiser et donc l'approche transversale qu'on a sur la data nous permet de réutiliser ces services d'un cas d'usage à un autre. Notre cas d'usage principal, et on le voit un peu en toile de fond, c'est à l'usine de reconditionnement et où on a allié ce que nous on a vu computer vision en disant bon finalement c'est important d'avoir la qualité de prise de vue, de pouvoir transformer en fait ce qui est une image en données et on a vraiment dissocié ça en disant finalement ça c'est un premier enjeu et le deuxième en fait c'est toute la prise de décision, toute l'intelligence qu'on va faire à partir de ces données qui n'existent pas en réalité, puisqu'elles sont dans un cerveau et prises avec des yeux, et qu'en fait aujourd'hui on peut avoir, et ensuite on peut améliorer les décisions qui sont prises. Donc à notre usine, quand le véhicule arrive, avant d'être reconditionné, la première étape, ça consiste à expertiser le véhicule. C'est une étape très importante dans la logique de qualité, puisqu'en fait c'est là où on va les repérer, les différents défauts, les rayures, les bosses, les enfoncements, et on va les définir quel est le niveau de reconditionnement d'un point de vue carrosserie qui va être effectué. À la fois quel geste, un débosselage, à la fois lesquels défauts vont être repris, lesquels peuvent être laissés puisqu'ils n'ont pas de valeur à être pris pour le client. Donc on a tout un geste humain d'expertise où un expert va faire le tour du véhicule, va regarder en dessus, en dessous, va regarder aussi sur le toit. Donc on a aussi une forme de pénibilité dans le geste, à avoir des mouvements répétés pour aller se baisser. Et donc on a commencé vraiment en observant le geste de l'expert et les experts qui nous disaient mais est-ce que vous pourriez pas nous aider? Et donc on est parti de cet élément-là en disant en fait comment on pourrait les aider et on a déployé tout un usage sur justement un portique de reconnaissance en fait automatique des défauts de carrosserie sur un véhicule qui est un peu complexe parce que c'est quand même en 3D et de pouvoir justement assister l'expert pour lui montrer depuis un écran où sont l'ensemble des défauts du véhicule pour pouvoir faciliter toute la prise de décision derrière.
Et alors justement, parce que ça paraît expliqué comme ça paraît logique, ça paraît être du bon sens de faire ce genre de choses, mais sur comment on fait, qu'est-ce qu'il a fallu impliquer? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place seul de A à Z? Et même question que finalement à Ludovic, avec quel timing pour faire passer à quelque chose de sérieux où on se dit les résultats sont là? Alors déjà, nous, la première chose, c'est qu'on n'a pas du tout une logique top-down ou une logique d'innovation qui est top-down. Ce qu'on cherche plutôt à créer sur tous les sujets de l'ensemble de l'entreprise, c'est l'engagement, en fait, toutes les suggestions des équipes. Et donc nous, en l'occurrence, c'est vraiment venu de l'usine de reconditionnement, qui a observé, qui a compris sa méthode actuelle, son geste, son standard d'expertise, qui s'est rendu compte qu'il y avait du temps qui était passé et qu'on pouvait très certainement en gagner pour pouvoir reconditionner plus de véhicules, mais très certainement aussi, dans certains cas, améliorer la qualité qui était faite. Et donc, ça a plutôt été, on pense qu'il y a quelque chose, est-ce que vous pouvez venir, est-ce qu'on pourrait regarder ensemble? Et donc, ça s'est vraiment joué au départ, à l'usine, à l'expertise, à aller regarder qu'est-ce qui était fait, retracer de la méthode actuelle, regarder le temps, regarder aussi les retours qualité, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, par quoi est-ce qu'on peut commencer. Et après, tout est un sujet d'équipe. Souvent, ce que je dis, c'est un peu comme le produit que vous allez faire, c'est le reflet de l'équipe qui l'a développé. C'est le principe de la loi de Conway, en fait. C'est les produits sont le reflet des organisations qui l'ont produit. Et donc, nous, on croit beaucoup que, au cœur, il y a la personne qui a l'intelligence aujourd'hui et à qui on peut enabler finalement le geste. Et qu'à côté, nous, dès le début, on intègre à la fois les data engineers, les data scientists, et on a introduit des nouveaux rôles de data product manager, justement, quand on est sur des sujets plus complexes, pour concevoir ces produits-là. Et en termes de temps, je dirais qu'on a peut-être mis entre 3 et 6 mois pour atteindre un taux de 80%. On avait déjà une partie des données, voilà, donc je pense que ça aide. Mais donc, on a un espèce d'effet au début, on va très très vite. Et puis après, en fait, on a un peu, pas la vallée du désespoir, parce que mais voilà, on peut avoir la vallée de la variabilité, nous on dirait. Tiens, j'ai pas le même approvisionnement de voitures, j'en ai plus d'Espagne, j'en ai plus d'Italie, j'en ai plus de France maintenant. Et donc en fait, c'est pas les mêmes voitures. Donc on peut avoir d'un coup plein des nouveaux cas qui arrivent. Donc après, il y a tout un enjeu d'amélioration continue. Et vraiment, après, chaque point, elle se construit avec et par l'équipe. Et donc, c'est vraiment important de ne pas avoir cette logique. Enfin, nous, on a une conviction, c'est pas du tout d'avoir une logique de projet. Je vais le faire, ça va durer 3 mois, 6 mois, et après, c'est bon. C'est vraiment une logique de produit, ça se construit de manière continue. On continue d'aller systématiquement, d'avoir des rituels qui sont à l'usine, qui ne se font pas du tout au siège avec les équipes data. Et à chaque fois, on cherche à regarder. Et c'est en faisant ça, en revenant, on dit, tiens, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui avait évolué. Le portique est plus au même endroit. Tiens, on fait quelque chose de différent. Je comprends maintenant mieux pourquoi les performances se sont pas dégradées, vont peut-être le faire, ou il y a une nouvelle opportunité, avançons. Comment? Alors ça rejoint la question et les points qu'abordait Ludovic également, mais finalement, vous mentionnez cette proximité avec le métier et le fait que ce soit des experts. C'est une population particulière au final, les experts, parce qu'on attend d'eux qu'ils sachent et que ce soit eux qui expliquent. Et là, on les met dans une logique de dire vous allez être finalement avoir une IA avec vous qui va vous aider dans votre job. Il a dû se poser la question de la responsabilité, de la façon d'aborder les questions. Alors, comment ça se passe, la relation avec les experts pour s'assurer que la proximité métier, c'est pas juste dire effectivement oui, on est proche de vous? Je dirais même plus que le défi, c'est de faire travailler des experts entre eux. C'est un peu comme l'agence touriste, quoi. Ils sont tous experts de quelque chose, ils sont ensemble, ils parlent pas du tout le même langage au début. Donc, nous, vraiment, l'aspect, c'est à chaque fois, on commence par, on a une approche qu'on applique partout, qui est une approche avec du 4F. La première étape, c'est Find, donc on fait du Find ensemble. On va regarder comment ça se passe, comment marche le process aujourd'hui. 2, Face, en fait, on regarde ensemble les mêmes problèmes. Et donc, on a un management visuel face à ça. On n'est pas en train de se parler. Je suis en train de dire à William, franchement, ton algorithme, tu pourrais l'améliorer. Mais vraiment, on est en train de regarder ce qu'on a produit ensemble. Et c'est la visualisation, c'est le mur qui parle. Donc, personne n'a tort. Et on a le droit d'écrire tous nos problèmes, ce qui permet de nous mettre d'accord. On voit des choses différentes parce qu'on n'a pas les mêmes formations, les mêmes expertises, les mêmes biais aussi, et les mêmes, parfois, attentes.
Et nous, au moment, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, on n'avait pas les mêmes attentes en termes de qualité. En tant qu'équipe data, on avait les exigences de classique d'un algorithme. Déjà, 80%, c'est bien. Et en fait, le côté pour l'expert, en fait, 80%, c'est nul. Ça m'intéresse pas, ça m'aide, mais alors absolument pas du tout. Et donc, l'autre aspect un peu important, nous, ça a été de nous mettre des métriques en fait communes, de dire en fait, on a un challenge qu'on va aller relever ensemble. Dans le troisième F, c'est l'étape du frame. Et donc, c'est quel est le challenge, en combien de temps et à quelle vitesse on va évoluer. Ça permet de se mettre d'accord. Et on a touché le sujet de la responsabilité que vous évoquiez avant, à différents endroits. C'est effectivement... alors ça, nous, on était complètement passés à côté en totale transparence, parce qu'en fait, ça n'a jamais été remonté. Puis à un moment, on a eu le... mais dans ces zones-là, finalement, le niveau de qualité, il est quand même suffisant pour qu'on laisse l'algorithme prendre la décision. Et là, on a senti qu'il y avait quelque chose, mais ce n'était pas du tout exprimé. C'est vraiment parce qu'on était ensemble, on a vu le petit rictus. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et comme on avait construit toute cette confiance-là avant, au moment de franchir le pas, on a vraiment eu oui, mais en fait, aujourd'hui, les retours qualité, c'est moi qui en suis responsable. On a fait, mais ok, du coup, là-dessus, on va le regarder, on va le mesurer, on va le traiter comme d'habitude, problème, cas par cas, on va comprendre les causes racines. Et en fait, tu as raison, l'enjeu, après, ça va être d'améliorer l'algorithme, pas la décision que tu as prise toi. Mais finalement, c'est le produit qu'on va attendre à ce niveau-là de qualité et on ne va pas te blâmer toi en tant qu'expert, mais on va le prendre comme un problème pour l'équipe et on va l'améliorer ensemble. Et pas une responsabilité individuelle d'une personne qui ne connaît pas la machine ou le système. On a le temps pour une dernière question. Il y a un truc que je trouve passionnant, justement, c'est la méthode. Oui. La méthode, c'est fabuleux parce que finalement, vous vous êtes jeté à l'eau sans savoir nager. Vous avez appris en marchant, c'est ce que vous décrivez. Et ensemble. Et ensemble. Et ça, c'est absolument formidable. Avec ce genre de logique, donc qui est bien une logique produit, comment est-ce qu'on fait pour mesurer le succès? Quelles sont les métriques? Et finalement, est-ce que le ROI est une des données de métrique, une des données de succès? Alors, il y a plusieurs choses par rapport à ça. C'est qu'effectivement, nous, on voit que le produit il a été construit par l'équipe et les experts font partie de l'équipe. Et donc, en fait, on a construit le produit ensemble. Et ça, c'est un élément important. On entend beaucoup le principal problème de l'IA, c'est l'adoption. En fait, ça, c'est ma conviction très personnelle. C'est qu'en fait, quand on dit ça, on se trompe aussi. Si on met beaucoup d'énergie sur de l'adoption, si en fait on l'a travaillé ensemble et qu'on est parti dans une logique d'équipe ensemble, en fait c'est plus un problème. Première chose. Et après c'est pas mal d'orienter les équipes. Si on améliore de la sécurité, si on améliore de la qualité, si on améliore du lead time parce qu'on est en train d'accélérer un flux de prise de décision pour un client ou un flux sur un processus d'une usine, en fait le ROI il sera là. Donc ça après c'est dans notre culture d'entreprise, dans le groupe Aramis, avec nos co-founders, et c'est là où l'appui est important, c'est qu'on sait que si on est en train de travailler sur la sécurité, sur la qualité ou sur du lead time et qu'on est sur ces sujets-là, en fait, la valeur, elle vient pour le client automatiquement. Très bien. Alors, on va avoir l'occasion de parler de ces prérequis, finalement, pour mener ce genre de projet. Vous avez déjà glissé quelques pistes. C'est des prérequis qui sont à la fois organisationnels et technologiques. Et sur cette partie technologique, plutôt, de voir un peu où on en est et qu'est-ce qui a permis, comme l'a mentionné Olivier, cette accélération qu'on constate aujourd'hui dans les entreprises. J'aimerais qu'on prenne le temps d'écouter Alexandre Kossignac, qui est donc le directeur technique de VMware, sur ce sujet au final, qu'est-ce qui a changé réellement. Et on se retrouve juste après pour en débattre tous ensemble. Merci Dorian. Ce que nous pouvons constater finalement, c'est que toutes les conditions sont réunies pour favoriser l'adoption de l'IA dans les entreprises, aussi bien sur les aspects humains, organisationnels que techniques. Sur le plan humain, tout d'abord, ce qu'on peut voir, c'est que les entreprises favorisent l'interaction entre le métier, les gens qui ont la connaissance du business, et des profils techniques pointus et spécifiques que sont les data engineers et les data scientists. Sur l'aspect technique, finalement, la démocratisation de l'IT rendue possible par Internet et l'interconnectivité des réseaux a littéralement fait exploser le volume de données. Et aujourd'hui, on parle des 3 V de la data, que sont la variété, la vélocité et le volume. Sur le volume, ce qu'on voit apparaître, c'est des plateformes de type Big Data, Data Lake.
de type Hadoop ou Apache Spark. Sur la variété, il va falloir pouvoir traiter du fichier texte, de la base de données, des images, des vidéos, du texte. Sur la partie vélocité, il va falloir pouvoir gérer de la donnée structurée et non structurée. Et au final, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'aujourd'hui, on a suffisamment de données pour avoir des algorithmes pertinents sur lesquels on va pouvoir décliner ça sur des modèles de type machine learning, deep learning, avec des cas d'usage divers et variés comme on a pu le voir, à savoir de la prédiction, de la classification, de la régression, de l'analyse d'image ou de l'analyse de texte. Pour pouvoir stocker ces données, il va falloir disposer d'infrastructures et d'applicatifs modernes. On a pu le voir sur l'aspect applicatif, on va travailler sur des applications dites microservices qui vont s'adosser finalement à un legacy, à des architectures plutôt monolithes pour pouvoir avoir des applications dites protéiformes. Sur l'aspect infrastructure, on va finalement softwareiser l'intégralité des composants du data center pour pouvoir piloter de manière logicielle du compute, du stockage, du réseau. Et finalement, les clients vont pouvoir bénéficier d'infrastructures en propre sur du cloud privé, pouvoir bénéficier de la puissance de frappe du cloud public avec de l'anonymisation des données, du data caching, pouvoir finalement avoir du cloud souverain pour la souveraineté des données et avoir une stratégie multi-cloud, et enfin pousser cette logique jusqu'au métier pour avoir une analyse en temps réel de la donnée, ce qu'on va appeler l'edge computing. Et c'est là finalement la valeur ajoutée de VMware, c'est pouvoir libérer ces entreprises pour pouvoir les doter d'un socle technologique moderne, scalable, robuste et surtout agnostique, aussi bien sur le plan applicatif que sur le plan d'infrastructure, et donc qu'elles puissent se concentrer finalement sur leur valeur ajoutée, leur cœur de métier, pour pouvoir avoir le service le plus qualitatif auprès des clients et finalement aller chercher, même tirer de nouveaux cas d'usage. Retour au débat, merci beaucoup. Alors, on reprend place pour la partie débat suite à cette très intéressante explication, un résumé, une synthèse. C'était pas évident en plus de lui demander cet exercice en 5 minutes. Donc merci beaucoup Alexandre pour ce travail. L'idée c'est qu'on puisse, comme je le disais, parler de ce qui vous a paru être aujourd'hui le plus important pour réaliser vos différents projets. On a expliqué voilà, ces quelques cas d'usage un peu saillants. Essayons d'ouvrir le capot, de rentrer dans le détail. Alors, ma première question s'adresse à tout le monde, mais est-ce que ces évolutions qu'a décrit Alexandre, est-ce que vous les voyez du même œil et qu'est-ce qui, pour vous, pèse le plus dans ces grands axes technologiques récents? William. On en parlait tout à l'heure et tout le monde l'a très bien schématisé, mais on parle d'acceptation humaine ou n'importe. Je parle souvent de confiance. Quand on le construit ensemble, on fait naître la confiance ensemble autour de ce logiciel-là. Là où on va chercher du ROI, pareil, quand on voit une entreprise qui, du top jusqu'aux opérateurs, croit en cette techno et l'emporte, du coup, alors, ça va avoir un peu plus d'impact sur les ROI que ça peut amener. Donc, cette notion de confiance est la première notion, je pense, qu'il faut mettre sur la table quand on parle d'IA aujourd'hui. Et tu parlais tout à l'heure d'explicabilité des algorithmes. En effet, cette boîte noire, ouais. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, ces fameux scientifiques qui sortent tous des laboratoires et qui n'ont pas appris à parler au monde moderne et ni au monde du business, apprennent depuis quelques années. Le deep learning et toutes ces dernières technologies, c'est ces 10 dernières années. Et les premiers que je recrutais qui sortaient d'école, c'était en 2013, 14, 15. Donc du coup, ouais, c'est cette notion de faire travailler les gens ensemble et faire naître la confiance, y croire, pour voir du ROI. Et après, il y a un autre truc magique, c'est que dans tous les cas d'usage, c'est ressorti, c'est une extension de notre propre intelligence dans les endroits où on n'a pas le temps d'aller, parce qu'il y a du volume, parce que c'est répétitif ou parce que c'est dangereux, comme dans tes fours. Et donc, du coup, en fait, c'est trop bien parce que c'est mettre une capacité humaine d'analyser quelque chose partout où on peut l'imaginer, sur des cas d'usage qui sont à la hauteur aussi de notre imagination. Donc c'est une grosse combinaison entre la confiance, notre imagination et finalement en effet des résultats concrets dans l'entreprise, mais qu'il ne faut pas voir que sur un ROI financier.
Alors, dans cette logique-là, parce qu'on pourrait dire que la confiance et l'imagination, on l'avait déjà avant, quelque part. Et là, les 3 V dont on discute depuis longtemps, mais qui se traduisent technologiquement un peu plus que juste une promesse ou un argument marketing, aujourd'hui permettent de se dire, ah ben voilà, on passe dans le concret. C'est comme ça que vous le vivez aussi chez Eramet, Ludovic ? Oui, nous on le vit beaucoup par cas d'usage et par opportunité, parce qu'on a des données, comme tout le monde, absolument partout, et on identifie très bien avec nos métiers les zones sur lesquelles il faut qu'on aille un peu plus dans le détail, donc sur la géologie, sur la métallurgie. Après, sur une entreprise internationale comme nous, on va pas forcément avoir accès aux mêmes infrastructures quand on est au Gabon, quand on est en Nouvelle-Calédonie, quand on est en Indonésie ou en Argentine. Donc nous, on a cette problématique aussi d'arriver à mettre en place des cas d'usage et une vision très orientée data dans des contextes où, quand on est au milieu de la forêt équatoriale, parler du multi-cloud reste encore compliqué. Et donc c'est pour ça qu'on a des approches qui sont sur plusieurs vitesses, avec la cible, bien entendu, je pense multi-cloud, capacité de calcul très forte sur le cloud, et puis travailler aussi sur du edge computing, donc du traitement de la donnée vraiment en local. On l'a fait par exemple sur la ligne ferroviaire qu'on opère au Gabon, où on a des zones qui sont complètement blanches et où il est aussi important de pouvoir commencer des cas d'usage data sans forcément être sur des infrastructures très sophistiquées. Et puis alors dans d'autres cas, au contraire, en France ou en Norvège, par exemple sur la métallurgie des fours, on va traiter beaucoup de données en temps réel, là où beaucoup de puissance de calcul, on va avoir des approches qui sont beaucoup plus à la pointe. Alors, si je résume, s'il y a cette finalement variété de situations, au fait, et le changement aujourd'hui, c'est qu'on sait à peu près, alors on aura l'occasion d'y revenir, mais adresser justement cette variété pour obtenir les résultats qu'on le souhaite, et la contrainte est un peu moindre, même si j'entends effectivement que sur une gestion en zone blanche de transport, ce n'est pas la même chose que quand on est sympathiquement dans un bureau à la Défense à faire tourner un algo. Oui. Pour rajouter, je pense qu'il y a, pour les équipes IT, c'est quelque chose qui devient aussi de plus en plus complexe, parce que à peine on définit un standard ou une manière de faire que les technologies vont tellement vite. Là maintenant on parle de multi-cloud, il faut arriver à s'adapter. Et donc je pense qu'on a pour les équipes DSI global et data des enjeux qui sont très forts d'adaptabilité et d'arriver à rester dans la course, y compris dans le maintien des produits, et c'est pour moi un des défis majeurs dans la transformation digitale aujourd'hui. Oui, c'est sûr que ces technologies dont on parle, elles n'existent pas dans une bulle. Il y a quand même des équipes qui doivent s'en emparer, les mettre en œuvre et être à l'aise avec. Donc l'enjeu de compétences et puis d'appropriation, il n'est pas juste pour l'utilisateur final, et l'IT est principalement concerné. Anne-Claire, par rapport à ce que vous avez entendu à la fois de la part d'Alexandre ou de notre invité. En fait, je trouve intéressant. Moi, je faisais mes études de data science, à l'époque, on appelait ça du data mining et de l'économétrie à 20 ans. J'étais dans des labos de recherche sur des postes Linux en essayant de faire tourner des réseaux de neurones. J'étais de toute façon, ça tourne pas, et on attendait comme ça alors qu'il y avait très peu de volume de données. En fait, je dirais qu'on est vraiment passé d'un monde où on était créatif, on avait beaucoup d'éléments de recherche, mais en fait, on n'avait pas les technologies ou la capacité financière d'aller atteindre un niveau correct de technologie. Et donc, on était très freiné dans la créativité. Et finalement, là, on passe à un monde où il y a la créativité, il y a les technologies, et on a un double enjeu, c'est de savoir aussi regarder selon le contexte qu'est-ce qui est le plus pertinent. Tu l'expliquais très bien par rapport à Eramet, selon l'endroit où on est, j'ai peut-être besoin de gérer du mode déconnecté. Et parfois, on arrive avec des équipes qui me disent « Non, mais temps réel ». Non, en fait, déjà, le temps réel n'a pas de valeur dans ce cas-là. Là, en fait, c'est pas possible. Il va falloir gérer du mode déconnecté, du batch. Donc, des fois, arriver avec des équipes qui ont été plus récemment formées et qui n'ont envie que faire du temps réel, de leur expliquer que le contexte est différent et qu'il faut aller sur des principes où on fait alors... pour autant, ça je connais, j'ai expérimenté, je peux t'expliquer comment on fait du mode déconnecté. Et des fois, c'est très bizarre. Et la deuxième chose, je pense qu'on a un vrai enjeu aussi dans nos formations. Moi, je l'ai appris en évoluant dans mes différentes opportunités. Mais on forme des scientifiques qui sont des très bons scientifiques, mais qui ne sont pas forcément des bons généralistes, qui sont parfois très éloignés du client. Donc, on voit des changements dans les formations.
Mais il y a vraiment tout ce côté, en fait, le meilleur des algorithmes peut avoir de la valeur en recherche, mais en fait, le meilleur des algorithmes, c'est pas forcément ce qui va créer le plus de valeur pour notre client final. Et c'est ça un moment qui est important dans notre monde aujourd'hui. Important, parce qu'en fait, c'est vraiment l'objectif ultime, c'est à la fin toujours son client. Mais la deuxième chose aussi, je pense, dans des enjeux de green et dans des enjeux de aussi pouvoir utiliser et consommer des énergies et consommer des ressources qui correspondent à la juste valeur qu'on cherche à atteindre. Et à un moment, du temps réel, en ayant des super niveaux de calcul avec des algorithmes compliqués, ça se trouve, on n'est pas obligé pour atteindre le niveau de valeur qui est attendu. Donc c'est aussi un enjeu, je pense, nouveau maintenant pour nous. La limite n'est plus technologique dans la plupart des cas et la plupart des contextes. Et donc, ça incombe un nouveau sujet de quel est le juste niveau d'engagement, de ressources que je mets par rapport à la valeur que j'attends. Vraiment, tous les projets, c'est assez hallucinant. Le scientifique veut aller chercher des algos qui détectent à 100%. Et l'autre scientifique est toujours là à l'attendre et à dire non mais là ça marche pas sur les véhicules rouges qui ont un toit ouvrant et qui ont ci. Donc on est toujours dans cette recherche de la performance alors que la valeur elle se crée même si ça aide d'1%. Donc c'est cette espèce de gap qu'il y a à combler entre l'apport de valeur et finalement qu'est-ce qu'on attend de ceux qui créent ces technologies. Et sujet passionnant, le cloud va gagner, le local, le edge. Est-ce qu'on va mettre la puissance de calcul derrière les caméras ou tout dans le cloud? Comment on réfléchit ces architectures futures un peu intelligentes? Et c'est vrai que honnêtement, il n'y a pas les réponses. Et chaque cas d'usage, pour l'instant, dessine chaque usage, du coup, et comment on sert de quel serveur et de quelle puissance de calcul. Mais on le voit, moi aussi, je suis dans cette course parce que je suis éditeur de logiciels. Donc, je dois fournir à mes clients la dernière version en permanence, tout mettre à jour ensemble de la même manière, maintenir ces choses-là sur des machines différentes. Et en plus de ça, il y a les fourbes de fournisseurs de puissance de calcul qui sortent des choses qui marchent de mieux en mieux, de moins en moins cher, et qu'il faut adapter donc nos logiciels, donc vous, vos fonctionnements, à ces nouvelles puissances de calcul. On est en plein dans la guerre de qui va gagner cette architecture distribuée. Et donc on est dans de la créativité, je trouve maintenant ce qui est passionnant, c'est qu'on est dans de la créativité des architectures techniques qu'on va construire, comment on voit les services, comment on les module, comment on voit tous ces aspects-là. Et un des tips qu'on a aussi quand on est sur des algorithmes, c'est à chaque fois de dire on aborde un nouveau cas d'usage, mais en fait on le fait à ressources constantes, donc on est dans du cloud. Et en fait, on dit à un moment, arrive déjà à un certain niveau de performance, et si tu penses qu'il y a une autre version d'algorithme qui nécessite des ressources plus importantes, pas de problème, on t'ouvre une instance pour 48 heures, teste-le, entraîne-le et on voit si ça marche. Mais on l'a que si déjà on a atteint un certain niveau et donc on dit jamais non à un data scientist qui nous dit donne-moi une instance en plus, mais on lui donne une instance pote pour 48 heures, vas-y essaye, montre-nous, apprends, pour être justement dans cette logique de juste besoin. On comprend effectivement qu'il y a ce côté, finalement, le plafond s'est beaucoup élevé et qu'on est plus dans l'idée de dire c'est quoi le prérequis minimum. Par rapport à cette discussion qu'on a eue là sur finalement les prérequis technologiques, quel est le regard que vous portez, Olivier, sur ces changements, la maturité aujourd'hui des acteurs dans les discussions, quand ils vous sollicitent, quand ils vous parlent de ces sujets-là? Est-ce qu'il y a un prérequis technologique, comme je le disais un peu peut-être naïvement dans ma question, en 2022 à avoir? Alors, je pense qu'il y a un constat qu'on va tous partager. Personne n'a la boule de cristal. Voilà. Donc, à la question qui va gagner, il n'y a pas de réponse. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. À la fin, je pense qu'il faut réussir à faire abstraction autant que possible de cette problématique, donc avec des contraintes de mode déconnecté quand on en a besoin parce qu'on est au Gabon et qu'on n'a pas le choix, et des modes où on bénéficie de la puissance de calcul maximale parce qu'on est dans un bureau à la Défense, pour reprendre l'analogie qui a été faite tout à l'heure. Ça, c'est un sujet dont il faut réussir à s'abstraire au maximum. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les technologies sont disponibles, qu'on soit dans un cloud, entre guillemets, déconnecté, même si la notion est un peu particulière, un cloud de périphérie. Il ne faut pas oublier les contraintes de souveraineté qui sont de plus en plus poignantes aujourd'hui. Et je pense que ça ne va faire qu'aller avec une pression de plus en plus importante. Et puis, on a accessoirement deux autres sujets qu'on a tous à traiter. Le premier, c'est le recrutement. Et ça, je pense que c'est un challenge partagé par tout le monde. Et donc, l'intérêt de construire des partenariats avec des écoles d'ingénieurs est là aussi pour influencer les formations et faire en sorte qu'on n'ait pas des experts qui soient un peu trop jusque-boutistes, mais qui soient un peu plus pragmatiques dans une logique de projet. Et puis, la cybersécurité, qui évidemment a pris en particulier cette année, en 2022, des proportions absolument effrayantes, à la fois en termes d'investissement et de risque simultanément. Et donc pour répondre à la question, la très bonne nouvelle, c'est que
toutes les solutions d'infrastructure sont disponibles sur le marché. Il faut, je pense, compte tenu de la contrainte de ressources, faire en sorte de s'appuyer autant que possible sur des standards qui ont déjà été validés, de manière à pouvoir focaliser les forces sur les développements, sur justement ce qui a un sens pour le client final, ce que disait Anne-Claire tout à l'heure qui me paraît vraiment essentiel, se focaliser sur la valeur, ne pas oublier que la valeur elle est dans la donnée et que c'est vraiment là que l'effort doit se concentrer. Alors je vais utiliser une formulation qui est peut-être lapidaire, mais de ce que je comprends, c'est de dire le cloud, notamment l'aspect public qu'on connaît tous maintenant, c'est top pour faire ce dont on a besoin, pour accélérer un certain nombre de cas d'usage, mais ce n'est pas non plus complètement incontournable pour mener les projets, parce que c'est un peu ce qu'on pourrait avoir tendance à entendre quelque part quand on écoute le marché. Il y a une pression marketing aussi qui associe les sujets d'innovation avec le fait finalement de faire du cloud, notamment du cloud public. Aujourd'hui, je vous pose la question à tous, vous ne vous sentez pas forcément dans cette optique d'être coincé à devoir faire avec le cloud? Comment vous vivez ce sujet? Ludovic, vous avez commencé à y répondre avec vos contraintes, mais quand vous posez la question, on est dans cette optique de dire je fais de l'IA donc je pars avec le cloud et après je vois les contraintes ou... Non, on est plutôt dans l'optique inverse. Si je reprends l'exemple du Gabon, on a eu aussi une usine métallurgique qui est sur place. On sait qu'on n'a pas accès à toute la puissance du cloud aujourd'hui. Donc ce qu'on fait, c'est que, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, les data scientists vont aussi sur le terrain. On commence à développer un algorithme sur une machine, on fait des tests sur des jeux de données. On n'est pas en temps réel, on n'a pas toute la puissance nécessaire, mais on fait déjà la preuve de valeur, on commence à embarquer les métiers et ça fonctionne. Alors c'est pas parfait parce que c'est pas de la donnée ingérée en temps réel, mais déjà ça permet d'instiller ce changement de culture, ce changement de mindset. Et puis du coup en fait ça tire après la valeur, c'est comme ça qu'on l'a fait sur tous les cas d'usage d'intelligence artificielle. On montre qu'on a un retour sur investissement ou un retour au global, même si on n'arrive pas toujours à le quantifier en termes de transformation. Et ça tire aussi les investissements nécessaires pour la mise à jour des infrastructures et le passage sur le cloud. Alors après, on a, comme on le disait, des réflexions autour de doit-on tout mettre sur le cloud? Est-ce qu'on traite aussi en edge ou est-ce qu'on reste en local? Voilà, c'est à voir aussi en fonction des cas d'usage. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on a c'est multidimensionnel. Mais c'est comme ça qu'on arrive à avancer le mieux aujourd'hui et à contribuer à la transformation de l'entreprise. William, sur cette même question, avec votre point de vue un peu d'éditeur du coup à la frontière des deux mondes. C'est bien, il y a deux sujets qui se recoupent, c'est la cyber et les flux vidéo. Parce que quand on travaille dans le milieu de la sécurité ou même de la production ou de la productivité, les clients ne veulent pas forcément remonter leurs flux vidéo dans le cloud. Le cloud n'a pas encore des instances pour traiter du temps réel en vidéo qui est hyper lourd en termes de données. Et donc du coup, c'est vrai qu'on commence justement à créer ces petits algos pour voir la performance qu'ils ont sur les jeux de données. Et donc on itère comme ça sur du local, sur des petites puissances de calcul. Voilà. Et après, le sujet vient quand on veut industrialiser la solution. Et là, je pense que l'architecte logiciel se casse la tête et on attend ce jour où l'intelligence répartira de manière automatique un peu tout partout, de manière à bien faire fonctionner le système. Mais non, c'est le client qui ne veut pas tout le temps déjà faire sortir ses flux, etc. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il y a de disponible? Parce qu'il n'y a pas tout qui est disponible. Donc comme disait Olivier, il faut essayer de faire abstraction de ça. Et voilà, qu'est-ce qui m'est disponible? Comment j'avance avec ce qui m'est disponible? Industrialiser déjà, c'est important. C'est vrai que c'est important. Je pense que chaque contexte est différent. Ça dépend d'où on est et d'où on part. Et après, une stratégie qui est souvent gagnante aussi, c'est de penser aussi de manière très orientée API. Tiens, j'ai tel API pour tel algo et en fait, peut-être qu'il peut servir sur un de mes applicatifs internes qui est aujourd'hui toujours on-premise parce que c'est plus loin, que j'ai une partie du site dans une infrastructure cloud et je dois pouvoir le faire. Donc, il y a aussi cette dimension-là, on n'a pas couvert, de penser très... API, microservices qui, en fait, au bout d'un moment, permet de composer avec l'environnement dans lequel on est. Finalement, on voit le retour du pragmatisme. Oui. Franchement, et ça fait du bien. Vraiment, parce qu'il y a eu une mode move to cloud un peu brutale qui était plus prise par des gens qui ne maîtrisaient pas forcément à la fois les contraintes techniques et les contraintes économiques. Aujourd'hui, c'est ce que partagent tous nos clients. On revient un peu plus les pieds sur terre. Pour le cloud, c'est assez intéressant là aussi, avec un concept qui consiste à dire
Si c'est pour faire du IaaS, strictement aucun intérêt à aller faire du cloud public, c'est beaucoup plus cher. On sait faire beaucoup mieux maintenant en local, donc que ce soit en local, en edge, en périphérie, peu importe. Si c'est pour utiliser des services à forte valeur ajoutée, bien sûr qu'il peut y avoir un intérêt à faire du cloud public et il faut cibler. Donc, encore une fois, c'est très pragmatique. Et évidemment, attention aux contraintes commerciales parce qu'on se trouve rapidement pieds et poings liés avec un système commercial qui peut devenir rapidement pénible à supporter. Et puis, peut-être une dernière dimension aussi qu'il faut rajouter, qui devient de plus en plus prégnante, c'est la dimension écologique. Moi, j'ai de plus en plus de gens dans mon équipe qui ça les gêne de dire on envoie des tonnes de données dans le cloud avec toute la consommation énergétique qui va, quand bien même on peut avoir des actions de compensation. Et donc, réfléchir aussi dans la construction de ces algorithmes, dans la nécessité de qu'est-ce qu'on envoie dans le cloud, qu'est-ce qu'on garde, à quelle fréquence on fait tourner, sont des enjeux qui deviennent de plus en plus importants, y compris dans les équipes data. Oui, c'est cet aspect just enough pour prendre en compte l'impact qui est effectivement en forte croissance dans la perspective des entreprises. Si vous avez des questions sur le sujet, je vous le rappelle, j'ai ma petite tablette, donc je peux prendre des questions directement que vous nous posiez ou s'il y a des points spécifiques sur lesquels vous souhaitez revenir avec nos invités, n'hésitez pas. J'en vois une qui s'affiche en direct, donc je vais la lire. J'attends qu'elle finisse de s'écrire. Peut-on accéder aux données traitées par l'intelligence artificielle depuis n'importe quel endroit? On a commencé à y répondre. Et deux, aujourd'hui, depuis n'importe quel type de device. C'est une question, je ne sais pas qui veut... Alors moi, sur la restitution, là, je n'ai pas pris mon téléphone avec moi, mais je peux voir ce qui se passe sur les fours métallurgiques en temps réel ou sur la production minière. Depuis le métro même, je peux le faire le matin, voilà, et regarder. Ce n'est pas moi qui vais prendre forcément la décision, mais ça permet aussi de repenser les organisations, la manière dont on échange les informations. On est moins sur des organisations pyramidales, mais beaucoup plus transversales. Et oui, ce qui est formidable, donc du coup, avec le cloud et puis la restitution qu'on peut avoir sur tous les devices, c'est l'accès à cette information et cette prise de décision qui peut du coup être plus collégiale aussi. Exactement ça. Les API, on en parlait juste avant. La donnée, elle peut être digérée en temps réel pour l'opérateur. Elle peut être envoyée à tout le monde, toi dans le métro le matin, etc., pour consulter, et elle peut être même, après, connectée directement à des systèmes qui automatisent. Dans des villes, vous avez des caméras de vidéosurveillance qui étaient possédées par la police, regardées par la police pour des choses de sécurité. Et ils étaient une personne derrière 500 écrans, et c'était difficile à être un vrai opérationnel. Aujourd'hui, cette personne-là reste et a plus de données parce qu'elle arrive à reporter tout ce qu'elle analyse sur une caméra, mais sur l'ensemble des caméras. Donc, elle vient augmenter déjà son volume de traitement. En plus de ça, comme tu as dit, on envoie les données, donc les tableaux de bord, à n'importe qui dans l'organisation de la ville. Donc, le maire peut savoir en temps réel combien j'ai de voitures, combien j'ai de poubelles qui débordent, combien j'ai de lumière allumée alors que ça ne sert à rien. Et en fait, exploiter toute cette donnée qu'il n'avait jamais vue en temps réel aussi, mais à distance par la data. Et troisième lien, par les API, où on va automatiser, tiens, une poubelle qui déborde. Alors attends, j'envoie l'information au ramassage des ordures pour un nouveau point GPS et garantir que la ville sera propre en permanence. Ou éteindre les lumières, donc interagir avec le système des lumières pour économiser et aller vers le green parce que c'est allumé toute la nuit et ça ne sert à rien. Donc voilà, il y a toutes ces méthodes de distribution de la donnée qui finalement, en fait, ça ne fait qu'enrichir ce qu'on lui apprend et redistribuer à tout le monde. Donc ça donne de la valeur à l'échelle humaine à tous les niveaux. Les devices, ça a pesé dans la réflexion C'est vrai que, oui, et puis c'est surtout, je pense qu'on est passé d'un monde où, quand j'ai commencé, on était sur certaines infrastructures et on créait un code et il fallait remettre le code dans un autre applicatif, en faisant des spécifications. Voilà. Et là, c'est vrai qu'on se dit, bon, en fait, j'ai une API qui permet de faire ça et que je peux effectivement connecter à pas mal de devices, que ce soit pour le client final ou que ce soit pour l'interne, sous forme de visualisation, sous forme de notification s'il y a besoin. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive maintenant, je trouve, du coup, à décorréler le device, enfin vraiment, de là où est-ce qu'on va avoir calculé de l'intelligence et là où est-ce que les données sont calculées. Donc, ça crée des nouvelles mécaniques. Mais je partage le constat, c'est encore une fois une bonne nouvelle, une complexité dont on peut se passer. Aujourd'hui, on sait faire en sorte que n'importe quelle application, qu'elle soit moderne ou un peu plus ancienne, soit consommée à partir de n'importe quel terminal, et j'insiste, avec le même niveau de sécurité.
on a dû évoquer ces sujets en long, large et en travers au moment des premiers confinements, puisqu'il a fallu quasiment du jour au lendemain permettre à des employés de travailler de chez eux, et toutes ces questions se sont posées. J'ai une autre question qui vient d'apparaître sur l'écran et ça m'évoque effectivement une partie de la discussion d'hier qui a été abordée avec les banques, le secteur financier. Donc je trouve que c'est intéressant d'y revenir également à cette occasion. C'est finalement cette dichotomie qu'il y a dans les entreprises entre des applications plutôt legacy et des applications on va dire moderne, je crois que d'ailleurs c'est un terme que vous utilisez chez VMware, pour le coup, plutôt que d'en parler de manière générale, sur des cas d'usage IA, est-ce qu'on peut coupler, je reprends le terme qui a été adressé dans la question, est-ce qu'on peut coupler ces usages, ces applications legacy, ces applications modernes autour de ces cas d'usage? Je vais laisser les entreprises répondre et ensuite Olivier réagir là-dessus. Moi, très rapidement, sur les cas métallurgiques ou géologiques, des bases de données, des logiciels qu'on a depuis relativement longtemps, ils existent toujours. Donc, c'est la connexion et la récupération de ces données dans le cloud ou dans des algorithmes qui est tout à fait possible et qui tire ensuite une certaine modernisation. Mais c'est effectivement ce qu'on fait et ce qu'on passe notre temps à faire. De toute façon, il n'y a pas le choix. Oui, je partage, c'est tout l'enjeu devient dans la connexion, le bon mode de connexion. Et l'enjeu derrière, il n'est pas tant, après c'est mes limites de compétences peut-être, mais il n'est pas technologique pour moi. Il est vraiment organisationnel. C'est que ça amène des équipes qui n'ont juste pas l'habitude de se parler à parler ensemble. Donc un bon exercice, ça peut être aussi de se dire, entre telle équipe qui s'occupe de telle legacy dans l'entreprise, telle équipe data, telle autre équipe qui s'occupe de telle infrastructure, à quelle fréquence ils sont en train de se parler? Parce que s'ils ne se parlent jamais, ils ne sont pas en train de voir ces opportunités-là, ils ne sont pas en train de monter en compétences, ils ne sont pas en train d'apprendre ensemble. Et tout l'enjeu vient de la connexion qu'il y aura entre eux. Qui est d'ailleurs une grande valeur de l'espèce humaine, c'est la communication. Mais c'est vrai, au fur et à mesure qu'on essaie de s'imiter dans des machines, on a l'impression que ça nous demande de nous concentrer sur notre propre valeur, c'est la créativité et la communication. Donc c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que peut-être, et dans mon combat c'est un peu ça que je mène, mais peut-être qu'on va réussir à automatiser toutes des couches justement qui lient l'humain un peu trop au système économique. Et donc du coup on va pouvoir garantir un certain fonctionnement du système économique pour laisser un peu de temps à l'humain pour créer les systèmes d'après et surtout essayer de faire en sorte de servir des technos qui existent aujourd'hui pour pouvoir les scaler vite et les industrialiser vite. Donc ça a un intérêt en tout cas d'avoir des grandes plateformes d'uniformisation et de mise à jour en temps réel des choses. Et c'est pour ça que ça prend la bonne direction. Mais comme tu dis, on ne va pas aller chercher dans l'état de l'art à chaque fois pour voir si cet algo-là, il est meilleur que l'autre à 3%. Maintenant, il faut industrialiser et il faut passer à l'étape d'après. Donc je partage évidemment les constats. Les premiers sujets, ils sont d'abord d'ordre collaboratif, organisationnel, process et ainsi de suite. Il faut savoir ce qu'on veut. Ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, la qualité de la donnée est essentielle pour pouvoir nourrir l'intelligence artificielle de manière efficace. La qualité de la donnée, c'est son volume, c'est sa vélocité. Et là, on arrive rapidement à ce que l'application est capable de fournir comme qualité de données. Oui. Donc les applications qui ont été codées il y a un certain temps ont généré beaucoup de données. Et là, la qualité de la donnée peut se poser en termes de questions. Donc finalement, le premier exercice qu'on fait avec nos clients, c'est un exercice de mapping. C'est-à-dire qu'on va essayer de mapper toutes les applications de l'entreprise, savoir celles qui sont utilisées, à quelle fréquence, est-ce que c'est encore pertinent de les utiliser. Une fois qu'on a mappé ces applications, qu'on a décidé de leur potentiel futur, on va décider ensemble du traitement qu'on lui propose. In fine, l'objectif, c'est d'arriver à une situation dans laquelle chaque application va être processée par le cloud le plus adapté, en fonction des contraintes. On en a largement parlé déjà tout à l'heure. Est-ce que ça va être du local, du central? Est-ce que ça va être public? Est-ce que ça va être privé? Et on le fait dans un jeu à contraintes multiples, c'est-à-dire qu'on a à la fois la contrainte du futur de l'application, qui est un élément évidemment stratégique vis-à-vis de la donnée. Qu'est-ce que je veux générer comme donnée? Qu'est-ce que je veux en faire? Et en même temps, avec les contraintes du champ des possibles, le champ des possibles pourra être technique, mais aussi évidemment économique. Il ne s'agit pas d'aller chercher, comme tu le disais, les 3% qui vont coûter une fortune et dont la valeur ajoutée est somme toute très débattable au moment où on se pose la question. C'est vrai qu'il y a un aspect autour de la gouvernance de la donnée dont on parle depuis un certain temps, mais qui devient de plus en plus concret au sein de nos entreprises, en tout cas de la mienne. Et il y a quelques années, on était très offensif sur des projets data qui ont, pour certains, porté leurs fruits.
Mais là, si on veut être organisé autour de la data, donc ce que je dis c'est un peu impulsif, mais être plus data-driven, ça nécessite aussi d'avoir une donnée qui soit bien gouvernée. Et il y a quelques années, nous, avec nos différents business, on avait beaucoup de mal à faire passer cette notion, parce que ça restait assez conceptuel. Et là, au contraire, on prend sur des cas d'usage très concrets. Bah voilà, en fait, regarde, aujourd'hui, tu as tes applications, tes papiers, tu as 3 fois la donnée à 3 endroits différents, tu prends un coup de téléphone pour appeler un tel ou un tel pour récupérer de l'info, pour lui en donner. Donc, on n'est pas du tout à l'optimal. Et ce que permettent les puissances de calcul, ce que permet cette gouvernance de la donnée, c'est aujourd'hui de pouvoir repenser complètement même l'organisation et la manière dont on échange l'information. On me pose une question, j'ai des questions qui arrivent par plusieurs canaux sur la tablette, mais une des questions c'est comment, et ça va un peu dans cette logique finalement de donner de l'autonomie, hein, quelque part aussi à ceux qui sont en plein dans le sujet, donc les métiers, mais aussi les data scientists. Et pour reboucler avec la partie infrastructure dont on parlait plus avant, donc très technologique, c'est comment faites-vous pour, et si vous le faites, automatiser quelque part la mise à disposition des infras, voire des applications à teneur IA pour favoriser, faciliter, on va dire, la vie du métier. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dû penser, c'est ce côté-là de dire je vais fluidifier, faciliter avec cette mise à disposition automatique? Alors nous, on est en train un peu de changer d'approche. On a été dans un moment où on pensait beaucoup la donnée à travers chaque cas d'usage. Donc, on pensait produit dans le produit d'IA qu'on livrait. Mais finalement, la data qu'on mettait derrière pour l'utiliser, elle était presque pensée par produit de vise et par produit d'IA. Et maintenant, on a un peu tout un mouvement, alors, au début qui était très compliqué. Moi, ça me demandait de la concentration, de lire des articles sur le data mesh. Mais on se rend compte aussi que la data est finalement un produit en tant que tel sur lequel on doit réfléchir quelle est la donnée utile, quelle est la donnée qui est inutile. Et quand on travaille sur des problématiques, par exemple, de pricing, en fait, j'ai peut-être un produit de pricing, mais derrière, il y a des données qui sont permises à travers ça. C'est des domaines de données. Comment ça, je peux les mettre facilement à disposition des métiers? Et donc, sous différentes formes, qui peuvent être de la visualisation, qui peuvent être via l'algorithme. Donc, je trouve que on est un peu en train de pivoter un peu dans pas mal d'entreprises là sur, pour ceux qui sont passés du projet d'IA à du produit d'IA, qui ont regardé du coup de la qualité donnée, c'est comment maintenant je vois la data aussi comme un produit interne qui doit aider, qui doit être plus facilement possible de l'ouvrir en fait à différents métiers pour ne pas faire en sorte que ça passe à chaque fois par des experts. Et donc ça va être intéressant parce que ça va nous amener à vraiment travailler des meilleures conditions pour mieux ouvrir de la donnée, parce qu'il y avait quand on a un data analyst ou un data engineer qui est conscient de la qualité de données qu'il a et qu'en face on lui dit mais donne-moi accès à la donnée. Ah, si tu savais. Et donc, on a l'impression mais tu veux pas la partager? Non, en fait, c'est que je la connais, la donnée. Donc, j'ai vu la taille de mon code pour la retraiter. Je sais qu'à un entrée, c'est pas très bon. Je sais que si on change quelque chose, ça va pas être bon. Donc, moi, ma responsabilité, j'ai envie de te donner quelque chose qui marche. Et j'ai pas les conditions pour. Donc, on a des éléments intéressants pour ça, où des fois, pareil, entre business et expert, il veut pas me donner accès. Ah non, mais en fait, peut-être va voir son code, parce que quand tu vas voir qu'il prend 4 tables différentes avec des règles pour essayer d'avoir un niveau correct, tu vas peut-être comprendre ses difficultés. Sujet d'outillage. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de startups qui sont en train de naître et des outils qui vont naître un peu partout sur le management de cette donnée en interne et l'accessibilité à tous et savoir quel ingé, quel jour a entraîné avec quelles données, il a mis quel poids et quels hyperparamètres pour donner telle performance. Et on n'est pas très bon sur la performance pour reconnaître le rouge. On va aller retravailler sur ce même logiciel et rajouter du rouge dans le dataset. Et donc, du coup, et ça, c'est en train de s'industrialiser. Il y a des belles boîtes qui sont en train de faire des superbes outils. Et je mets le grain de sel, mais il y a de plus en plus aussi de données de synthèse. Donc, pas la peine tout le temps d'avoir de la vraie donnée, parce que le deep learning et puis toutes ces intelligences artificielles, c'est joli, mais s'il faut aller récolter de la donnée, que ça nous coûte des tonnes de temps et d'argent, ça ne marchera pas à terme. Donc, vraiment, là, on est en train d'essayer de couper ces choses-là et donc de minimiser la donnée, de l'augmenter par de la donnée de synthèse. Pour faire un parallèle, la donnée de synthèse, vous regardez tous des films, vous voyez tous des effets spéciaux, vous croyez tous que c'est vrai, et pourtant c'est des machines 3D qui ont créé ces scènes. Et ben c'est la même chose pour un dataset. Cette table, je peux la faire en 3D, et grâce à ces logiciels de luminosité, de variabilité, de vélocité, etc., que disait Olivier tout à l'heure, on arrive à avoir des datasets complètement virtuels qui viennent atteindre des performances, et on mixe même avec peu de données réelles, beaucoup d'arbres virtuels, et du coup, d'un coup, ça fait un gros réseau qui a appris avec
quelque chose que je peux identifier dans mon logiciel et je peux venir en plus le faire évoluer sur d'autres cas d'usage après parce que ce set de données-là peut servir à des milliards de choses. Et donc du coup, on est dans ce moment-là où tu as les logiciels centraux qui commencent à donner de la visibilité et de l'opérabilité justement. On a eu de la réalité augmentée tout à l'heure, celle-ci est bien réelle, hein, je la touche pour vérifier. Sur la mise à disposition automatique des infrastructures, des applications, c'est des questions que vous posent les entreprises quand elles viennent s'adresser à vous en disant comment je simplifie tout ça? Oui, c'est notre quotidien. C'est vraiment aujourd'hui les sujets qui nous occupent le plus. Les commentaires sont passionnants parce qu'on démontre qu'on entre dans la phase d'industrialisation. Et le prérequis, évidemment fondamental, c'est d'avoir l'infrastructure qui supporte cette phase d'industrialisation. Et c'est les sujets sur lesquels on travaille tous les jours avec nos clients. On commence évidemment par l'application, parce qu'il est essentiel que l'application soit capable d'évoluer, que la donnée qu'elle génère est le futur qu'on ait envie de lui donner. Donc ça, c'est absolument critique d'avoir une stratégie vis-à-vis de chacune de ces applications. Et puis une fois qu'on a une stratégie, on travaille avec nos clients pour faire en sorte qu'on sache faire évoluer cette application. On prend un exemple concret. Il y a des vieilles applications qui tournent sur du mainframe. Le mainframe, c'est difficile à maintenir. C'est devenu très coûteux à maintenir. C'est des applications qui ont été développées sur des monolithes qui ne sont pas faits pour rentrer sur des conteneurs. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on arrive à saucissonner finalement l'application, le monolithe, de manière à le faire rentrer dans des conteneurs et à moindre coût, faire en sorte que l'application continue à être évolutive, là où pourtant elle a été développée il y a 30 ou 40 ans, mais la donnée qu'elle génère non seulement est essentielle pour ce qui est du passé et du présent, mais aussi pour tout le futur. Donc voilà les sujets sur lesquels nos clients nous interrogent et sur lesquels on travaille au quotidien. Ça fait partie des plus fortes valeurs ajoutées de VMware. Ça se rapproche de se rapprocher de cette modularité à laquelle vous faisiez référence, Anne-Claire. On trouve partout dans tout ce qu'on a dit, c'est finalement comment on arrive à faire en sorte que ce soit pas l'homme qui subisse la machine, mais bien qu'on arrive à séparer l'un et l'autre et de se dire là où en fait l'homme fait des choses que la machine peut faire, comment est-ce qu'on est capable de l'automatiser pour simplifier en fait la vie de l'homme et qu'il puisse continuer d'apprendre de nouvelles choses. Donc c'est ça aussi, quand on est vraiment sur de l'intelligence artificielle, on va essayer d'automatiser des tâches. C'est un moment pour que l'humain il puisse continuer à être sur ce qu'il sait faire le mieux, de l'intelligence émotionnelle, de la communication, et continuer d'apprendre en fait. Alors, il nous reste 2 minutes pour le temps de vous poser une dernière question, puisqu'on s'en approche de la fin de cette émission. Quand on a préparé justement cette émission, on s'est entretenu avec pas mal d'entreprises pour essayer de détecter un peu ces cas d'usage, etc. Et avec des entreprises industrielles comme Alstom, Dassault Aviation, etc., qui nous ont parlé de un peu ce qu'ils faisaient. Ils ont notamment mentionné, je garde l'idée en tête, puisque le terme n'est pas en soi sorti, c'est le fait que l'IA aujourd'hui, quelque part, débloque le potentiel des jumeaux numériques, qui sont un autre thème corollaire et un terme qui a été beaucoup utilisé ces dernières années, beaucoup mis en avant dans nos secteurs, dans vos secteurs, pour dire il y a de l'innovation et ce sont des nouveaux axes d'innovation importants. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision qui est de dire aujourd'hui, finalement, les progrès en IA et dans la mise en œuvre permettent de débloquer aussi le potentiel sur les jumeaux numériques? Est-ce que vous en utilisez vous-même? Oui, enfin, le jumeau numérique, c'est un concept qui est assez large et qui, en tout cas, dans mon industrie, est difficile à faire passer. Parce que les gens ont du mal entre une représentation 3D ou finalement des simulations de procédés. Et en fait, c'est les deux. Sur des projets Greenfield, qu'on est en train de construire une usine de lithium et une usine en Argentine et une usine d'extraction de nickel en Indonésie pour les batteries, pour les véhicules électriques. On se dit que là, on veut être parfaitement 4.0 dès le départ. Donc, on fait le jumeau numérique des usines, on va dire en 3D, avec la localisation des équipements, avec les informations qui sont liées à chaque équipement. Donc ça va avoir une valeur pour l'exploitant, pour le producteur. Mais il y a aussi une valeur très importante pour ceux qui vont conduire le procédé, qui est de faire le jumeau numérique du process et d'être en capacité de mesurer, enfin en tout cas de prévoir des déviations et de simuler des scénarios afin d'être toujours à l'optimal et donc d'éviter des problématiques ou de sécurité ou de perte de rendement. Donc c'est un peu les deux approches qu'on a, nous, aujourd'hui, sur les jumeaux numériques dans l'industrie métallurgique.
qu'effectivement, c'est un concept qui est très large et qui est difficile à appréhender. Et il peut être transposé dans pas mal de situations. Comme William l'évoquait, il y a des données que j'ai pas, c'est très coûteux d'en faire l'acquisition. Bah, je peux simuler toutes ces combinaisons-là. Je peux reproduire des situations simulées, planifiées. Peut-être que je peux m'en servir aussi pour toute mon acquisition, par exemple, en simulant en fait des situations d'acquisition de trafic. Donc c'est assez générique. C'est vrai que c'est complexe à appréhender. Il faut déjà l'avoir compris soi-même. Comme on est transverse dans l'esprit, où est-ce que je le vois, comment je peux me faire comprendre et à quel endroit est-ce que ça peut avoir de la valeur. Puis toujours le premier petit pas, je pense. Ça donne, j'ai l'impression, du recul à une analyse humaine. Et il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est les dynamiques invisibles. C'est-à-dire que ce qu'on n'est pas capable de voir au quotidien dans notre capacité d'observation, ben, on se relève, on regarde l'usine, les process, et c'est bien de rajouter un peu tout, et d'en observer les dynamiques invisibles et de même les créer. Il y a un nouvel immeuble qui va s'installer là avec 500 appartements, tant de personnes. À la boulangerie, qu'est-ce que ça va faire? Tant de personnes en plus le matin à 8h20. 18 personnes qui attendent, c'est pas possible. Il faut ouvrir une autre boulangerie. Et en fait, tout ce concept, ça nous permet, je pense, de reprendre le lead sur la créativité qu'on peut amener à notre monde réel de tous les jours. En tout cas, merci pour vos témoignages. Il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pu que aborder de façon un peu superficielle et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans quelques mois pour voir quels sont vos nouveaux projets, comment vous avez avancé sur ces cas d'usage que vous nous avez décrits. Merci à tous pour d'avoir ouvert le capot finalement, parce que c'est ce que je vous avais demandé en venant sur l'émission. Donc merci pour ces discussions et ce débat très intéressant. Olivier, on va pouvoir conclure. Je vais vous inviter à m'accompagner pour se remettre là où on s'est installé quand on a ouvert cette session et faire un petit mot de la fin, histoire de voir ce qu'on retient de ces discussions. Avec plaisir. Merci encore. Merci. Alors effectivement, on arrive à la fin de cette émission qui a été assez riche. En 1h30, on a quand même réussi à aborder pas mal de sujets complémentaires. J'en retiens en tant que journaliste plusieurs points. Déjà, ça fait plaisir à voir que des entreprises viennent parler de concrètement aujourd'hui ce qu'elles font en 2022 avec un niveau de détail, de granularité dans ce qu'elles expriment qui sont, voilà, ça donne envie de voir à la fois ce qui marche, ce qui a été plus difficile, ce qui reste encore un peu des inconnus. On est dans le réel, on n'est pas juste, je me souviens de certains articles que j'écrivais autour de l'intelligence artificielle il y a quelques années où on avait les promesses des startups, des nouveaux entrants, voilà, mais on sentait un peu quand même la réticence ou en tout cas une certaine réserve de la part des entreprises. Donc voilà, en tout cas à chaud ce que je retiens de ces premiers échanges. Olivier, après avoir écouté nos invités, avoir pu échanger avec eux pendant cette heure, qu'est-ce qui vous a le plus plu? Avec quel message vous repartez aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles et je remercie infiniment nos invités d'avoir parlé en toute transparence des projets qui les occupent au quotidien aujourd'hui. Je pense que ce qu'on peut retenir et qui est forcément très excitant, et j'espère que tous les gens qui nous écoutent ont passé un aussi bon moment que nous en plateau, c'est à quel point c'est concret et hyper stratégique pour chacune des entreprises. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de sujets qui impactent le business model, qui l'améliorent, qui impactent la stratégie de l'entreprise. Et on voit à quel point on commence à peine à aborder ces sujets-là, puisqu'on est au début de la phase d'industrialisation. Il est évident que l'IA a un avenir exceptionnel devant lui. Il est exceptionnel puisque, encore une fois, les infrastructures, les capacités de calcul, tout ce qui permet à l'IA d'exister est maintenant disponible sur le marché. On a beaucoup parlé de multi-cloud, à la fois des contraintes et des opportunités que cela confère. Mais en tout cas, c'est ça qui est sympa, c'est d'avoir vu à quel point des cas extrêmement concrets, aussi divers, qui touchent des entreprises et des industries qui sont toutes très différentes les unes des autres, ont maintenant un sens qui devient infiniment stratégique pour l'entreprise en question.
Merci Olivier, en tout cas merci d'avoir été avec nous. Alors si vous-même vous avez des témoignages, si vous voulez participer à un futur Alliancy Talk sur ces sujets, que ce soit sur l'IA ou sur d'autres aspects d'innovation, ça nous intéresse évidemment, donc n'hésitez pas à contacter la rédaction. De notre côté, effectivement, on est toujours aussi suiveur de ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. Lead Forward, ça en fait partie et ça continue. Demain, vous allez parler de Green Tech. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à suivre la suite de Lead Forward. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir été avec nous pour cette émission. À bientôt.